Minuit venait à peine de passer lorsque le silence de la maison s'est brisé net. Pas par un cri, pas par une chute spectaculaire, mais par quelque chose de plus insidieux. Un souffle coupé, une main qui cherche l'air, et soudain, le corps de Vincent Cassel qui se fige, comme si le monde venait d'appuyer sur pause. L'accident vasculaire cérébral n'annonce pas sa venue avec fracas. Il frappe à l'intérieur, il serre, il étouffe. Et en quelques secondes, l'homme qui a traversé les plateaux les plus exigeants, les rôles les plus intenses, se retrouve prisonnier d'un côté de lui-même. Sa bouche tente de former un mot. Rien ne sort. Son regard, lui, hurle. Un œil qui s'ouvre trop grand. Une pupille qui tremble. Le bras gauche glisse le long du canapé. Il ne le sent plus. Pas vraiment. Ou trop. C'est flou. C'est violent. C'est irréel. Dans la pièce voisine, Tina Kounaké rit encore d'un message reçu quelques minutes plus tôt. Elle ne sait pas. Pas encore. Puis le silence devient suspect. Trop lourd. Elle appelle son prénom. Une fois. 2 fois. Pas de réponse. Elle marche plus vite. Elle entre. Et elle comprend. Il est là. Assis mais absent. Vivant mais déjà ailleurs. Son visage est asymétrique, comme une image mal imprimée. Elle s'agenouille. Elle le secoue doucement. « Vincent, regarde-moi. Regarde-moi. » Sa voix tremble, mais elle refuse de paniquer. Pas maintenant. Elle cherche son téléphone. Les chiffres du SAMU lui paraissent interminables. Chaque tonalité est une éternité. Les minutes suivantes sont faites de fragments. Des gestes appris quelque part, peut-être dans une émission, peut-être dans un souvenir. Elle lui parle pour le garder éveillé. Elle lui tient la main, même si lui ne la serre plus vraiment. Elle répète son nom comme un mantra. Elle supplie intérieurement que ce ne soit qu'un malaise passager. Mais au fond, elle sait. Quelque chose de grave est en train de se produire. L'ambulance arrive. Trop lentement. Toujours trop lentement. Les sirènes percent la nuit, indifférentes à la panique intime qui ronge déjà la pièce. Les urgentistes parlent vite. Ils utilisent des mots techniques. Suspicion d'AVC. Fenêtre thérapeutique. Temps crucial. Tina entend tout et rien à la fois. Elle ne retient qu'une chose. Chaque minute compte. À l'hôpital, les néons sont impitoyables. Ils éclairent la réalité sans filtre. On l'emmène en imagerie. On l'éloigne d'elle. On lui demande d'attendre. Attendre est un verbe cruel. Elle marche dans le couloir. Elle s'arrête. Elle prie sans vraiment savoir à qui. Un médecin finit par sortir. Son visage est neutre. Trop neutre. L'AVC est confirmé. Les mots tombent comme des pierres. Il y a une occlusion. Nous devons intervenir rapidement. Elle hoche la tête. Elle comprend que la vie peut basculer en un claquement de doigts. Sauvez-le. Sa voix se brise enfin. Elle ne parle plus comme une femme forte, comme un mannequin habitué au regard et aux lumières. Elle parle comme une épouse qui voit l'homme qu'elle aime suspendu à une décision médicale. Je vous en supplie, faites tout ce qu'il faut. On lui explique les risques, les complications possibles, les séquelles, peut-être une paralysie, peut-être des troubles de la parole, peut-être pire. Elle ne veut pas entendre pire. Elle s'accroche à la seule option qui existe pour elle, qu'il survive. Pendant que l'équipe se prépare à intervenir, elle se souvient d'un détail insignifiant. Le café qu'il n'a pas fini. Une phrase qu'il a laissée en suspens. Elle réalise que la vie est faite de ces phrases inachevées. Comme si le destin aimait interrompre les dialogues au moment le plus inattendu. Dans la salle d'opération, le temps se dilate. Dehors, Tina regarde l'horloge sans la voir. Chaque seconde est une menace. Elle imagine son cerveau privé d'oxygène. Elle imagine ses souvenirs en train de s'effacer. Les films, les rires, les disputes, les projets. Un autre médecin vient lui parler. Nous faisons une thrombectomie. Le mot est froid, technique.
Mais derrière lui se cache une bataille invisible. Retirer le caillot, rétablir le flux, sauver ce qui peut encore l'être. Elle serre les mains si fort que ses ongles marquent sa peau. Elle ne pleure plus. Elle négocie en silence avec l'univers. Elle promet des choses absurdes. Elle promet d'être plus présente, plus patiente. Comme si le destin pouvait être soudoyé. Les heures passent. Ou peut-être seulement des minutes. Elle ne sait plus. Le monde extérieur continue, indifférent. Les téléphones vibrent. Les messages s'accumulent. Elle n'en ouvre aucun. Elle refuse que cette nuit devienne une rumeur. Pour l'instant, c'est une bataille privée. Puis une porte s'ouvre. Des pas, un regard. Pas encore de sourire. Pas encore de verdict. Juste une tension suspendue entre deux respirations. Elle se lève. Elle n'ose pas poser la question. Le médecin commence à parler. Et dans ce couloir trop blanc, entre la peur et l'espoir, tout reste fragile. Le téléphone lui échappe presque des mains. Elle le rattrape au vol, comme si cet objet minuscule était la dernière chose solide dans un monde qui vacille. Tina Kunake ne reconnaît même plus le son de sa propre respiration. Trop rapide. Trop bruyante. Elle compose le numéro d'urgence une première fois. Erreur. Ses doigts tremblent. Elle recommence. Chaque chiffre semble glisser sous sa peau. Service d'urgence, quelle est votre situation? Sa voix se brise avant même la première phrase complète. Mon mari? Il ne parle plus. Il ne bouge plus. Je crois qu'il fait un AVC. Elle regarde Vincent Cassel comme si le simple fait de le fixer pouvait le retenir ici. Son regard à lui flotte. Il tente de répondre, peut-être. Sa bouche tremble. Aucun mot ne sort. Juste un souffle désordonné. On lui dit de le coucher doucement, de vérifier sa respiration, de rester calme. Rester calme. Le mot sonne presque cruel. Ses mains glissent sous ses épaules. Elle murmure son prénom encore et encore. Vincent, reste avec moi. Ne ferme pas les yeux, s'il te plaît. Elle sent le poids de son corps devenir étrange, comme si la moitié de lui s'échappait déjà. Un bruit de porte claque dans le couloir. Les voisins ont entendu. Les sirènes au téléphone, sa voix qui tremble. Ils accourent sans attendre d'invitation. Une femme s'agenouille à côté d'elle. Un homme ouvre grand la porte d'entrée pour guider les secours. Les visages sont flous, mais les gestes sont rapides, solidaires, urgents. Puis le hurlement des sirènes perce la nuit. Rouge, bleu, rouge, bleu. Les lumières clignotent sur les murs comme des battements de cœur artificiels. L'ambulance s'arrête brutalement. Les ambulanciers entrent avec une précision presque mécanique. Questions rapides. Réponses incomplètes. Une civière dépliée en un instant. Tina recule à peine lorsqu'il le soulève. Elle garde sa main. Elle refuse de la lâcher jusqu'à la dernière seconde. Je viens avec lui. Sa voix n'est plus une demande. C'est un ordre fragile. Dans l'ambulance, le monde devient étroit, métallique. Les bips d'un appareil rythment l'air. Elle observe chaque variation comme si sa propre vie dépendait de ces sons. Elle voit le masque à oxygène posé sur son visage. Elle voit ses yeux mi-clos. « Reste avec moi », elle répète, plus pour elle que pour lui. Les rues défilent en éclats lumineux derrière la vitre. Paris continue de vivre. Les feux tricolores passent au vert. Les passants lèvent à peine la tête. Personne ne sait qu'à l'intérieur de ce véhicule, le temps se contracte. À l'hôpital, tout s'accélère encore. On l'emmène sans un regard en arrière. Les portes battantes se referment. Elle reste là, seule quelques secondes, juste assez longtemps pour sentir le vide l'engloutir. Un médecin s'approche enfin, regard sérieux, voix maîtrisée. « Madame, la situation est critique. Il a subi un accident vasculaire cérébral important. Nous sommes dans ce que l'on appelle la fenêtre thérapeutique. Le temps se compte en minutes. » Des minutes. Pas des heures, pas des jours, des minutes. Elle hoche la tête sans vraiment comprendre, sinon l'essentiel. S'ils n'agissent pas vite, elle pourrait le perdre. Elle sent le sol se dérober.
Elle s'appuie contre le mur froid du couloir. Les néons au plafond semblent trop blancs, trop violents. Est-ce qu'il va s'en sortir? Le médecin ne répond pas immédiatement. Ce silence est plus terrifiant que n'importe quelle phrase. Nous faisons tout notre possible. Elle s'approche d'un pas. Ses yeux brillent, mais aucune larme ne tombe encore. S'il vous plaît, sauvez-le. Sa voix tremble, se casse, puis revient plus basse. Nous avons encore tellement de choses à faire. Nous n'avons pas fini. On n'a pas eu le temps. Elle pense au voyage qu'ils ont remis à plus tard, aux projets murmurés avant de s'endormir, aux promesses faites à la légère, comme si l'éternité était acquise. Elle attrape la manche du médecin, presque malgré elle. « Je vous en supplie. » Il se dégage doucement, avec compassion. Puis il disparaît derrière une porte marquée « Bloc ». Le couloir devient un espace suspendu. Les voisins sont là, quelque part. Des infirmières passent. Des chariots roulent. Les talons claquent sur le sol. La vie hospitalière continue, organisée, implacable. Mais pour elle, tout est réduit à une seule pièce, derrière cette porte. Elle ferme les yeux un instant. Elle se rappelle son rire, sa façon de plisser les yeux quand il souriait, sa voix grave le matin. Elle s'accroche à ces images comme à une bouée dans une mer trop vaste. La peur est massive, écrasante, l'impuissance aussi. Elle ne peut rien faire, pas entrer, pas aider, pas prendre sa place. Alors elle attend. Chaque pas qui approche du couloir la fait sursauter. Chaque mouvement de porte lui coupe le souffle. Elle cherche un signe, un regard, une intonation. Quelque chose. Le temps s'étire encore, les secondes deviennent épaisses. Et dans cet espace trop lumineux, entre la peur absolue et une espérance fragile, elle reste debout, les mains serrées contre elle, comme si le simple fait de tenir bon pouvait le maintenir en vie. Le couloir est trop blanc, trop propre. L'odeur du désinfectant s'infiltre dans ses narines, sèche sa gorge, lui donne presque la nausée. Tina Kunake s'assoit enfin sur la chaise en plastique, juste en face des portes battantes des urgences. Elle ne pleure pas. Pas encore. Elle fixe la petite vitre opaque, comme si elle pouvait traverser le mur par la seule force de sa volonté. Tic-tac. L'horloge au-dessus de sa tête ne fait presque pas de bruit, pourtant elle l'entend. Chaque seconde est un coup. Chaque minute est une menace silencieuse. Elle croise les mains sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Ses doigts gardent encore la sensation de la peau de Vincent Cassel, froide, moite, différente. Elle ferme les yeux. Et soudain, le couloir disparaît. Elle revoit la première fois. Un soleil trop vif. Une plage. Le vent dans ses cheveux. Elle se souvient qu'elle avait ri avant même qu'il ne dise quelque chose d'intelligent. Il l'avait regardée avec cette intensité presque dérangeante, comme s'il savait déjà qu'elle allait rester. Elle avait trouvé ça arrogant, un peu. Et pourtant, elle était restée à discuter. Des heures. De tout. De rien. Elle se rappelle la façon dont il écoutait. Pas comme les autres. Il ne coupait pas la parole. Il observait. Il absorbait. Puis il lançait une phrase inattendue, profonde, parfois drôle, parfois brutale. Tic-tac. Le bruit revient. Elle rouvre les yeux. Le néon au plafond clignote légèrement. Elle se lève, fait quelques pas, puis revient s'asseoir. L'attente est une torture lente. Le souvenir suivant arrive sans prévenir. Le jour de leur mariage. La lumière dorée de la fin d'après-midi. Les invités chuchotaient. Les flashs crépitaient. Elle portait une robe légère, presque simple. Lui, élégant. Un sourire qu'il essayait de contenir, mais qui débordait malgré tout. Elle se souvient de sa main qui tremblait légèrement lorsqu'il a glissé l'anneau à son doigt. Il avait murmuré quelque chose qu'elle seule pouvait entendre. Une promesse discrète, pas grandiose, pas théâtrale, juste sincère. Je serai là. Elle avale difficilement. Le couloir revient, brutal, froid. Elle regarde ses propres mains. L'anneau brille sous la lumière artificielle. Sera-t-il encore là?
La pensée lui arrache presque un sanglot. Elle appuie son dos contre le mur. Elle laisse sa tête retomber. Et d'autres souvenirs, plus petits, plus ordinaires, surgissent. Les disputes, ridicules. Une histoire de valise mal rangée. Un retard à un dîner. Un message laissé sans réponse. Elle revoit son visage fermé, son ton sec. Elle se revoit lever les yeux au ciel, soupirer, tourner les talons. Des choses insignifiantes, des choses qu'elle croyait importantes. Tu exagères. Non, c'est toi. Elle se souvient d'un soir précis, hier presque, une broutille. Elle était fatiguée. Il avait insisté pour parler. Elle avait haussé la voix. Elle était allée se coucher sans l'embrasser. Pourquoi? Pourquoi ces silences inutiles? Pourquoi ces fiertés mal placées? Une phrase glisse dans son esprit comme une lame. Si j'avais été plus douce, si je n'avais pas été en colère hier. Elle ferme les yeux plus fort. Les regrets s'installent lentement, comme une marée. Elle se rappelle aussi les matins paisibles. Le café qu'il préparait trop fort. Sa façon de fredonner faux. Les moments où il la regardait sans raison, juste pour la regarder. Elle avait parfois détourné les yeux, occupée, pressée. Pourquoi sommes-nous toujours pressés? Tic-tac. Le temps continue, indifférent. Elle imagine qu'à quelques mètres d'elle, derrière cette porte, son cerveau lutte, que des médecins se penchent sur lui, que son cœur bat encore. Elle s'accroche à cette idée. Sa poitrine se serre. Elle murmure, presque sans voix. « Reviens-moi ». Elle pense à toutes les choses qu'ils n'ont pas encore faites. Aux voyages repoussés, aux projets discutés à moitié, aux enfants peut-être, aux années qu'elle croyait garanties. La peur change de forme. Elle n'est plus seulement panique. Elle devient conscience, fragilité. Elle comprend soudain que l'amour n'est pas dans les grandes déclarations publiques, ni dans les photos parfaites. Il est dans les gestes minuscules, dans les excuses qu'on tarde à dire, dans les bonnes nuits qu'on oublie parfois. Une larme tombe enfin, silencieuse. Elle ne l'essuie pas. « Je serai différente », chuchote-t-elle, comme si le destin l'écoutait. « Je serai plus patiente, plus tendre, je promets. » Elle n'a plus rien à offrir que des promesses. Une infirmière traverse le couloir. Elle relève la tête brusquement. Mais ce n'est pas pour elle. Pas encore. Le couloir semble plus étroit. L'air plus dense. Elle se lève encore, fait quelques pas. Revient. Elle pose sa main contre la porte froide des urgences. Juste une fine barrière entre eux. Elle ferme les yeux une dernière fois. Elle revoit son sourire. Pas celui des tapis rouges. Pas celui des interviews. Le vrai. Celui du matin. Un peu froissé. Un peu fragile. Ne me laisse pas seule avec ces regrets, pense-t-elle. Le tic-tac continue. Et dans cette attente suspendue, entre souvenirs brûlants et espoirs presque invisibles, elle reste là, immobile, comme si le simple fait d'aimer assez fort pouvait inverser le cours du temps. La porte s'ouvre enfin, pas violemment, pas avec fracas, juste un déclic discret, presque banal. Pourtant, pour Tina Kounakay, ce son est plus fort que toutes les sirènes de la nuit. Un médecin sort. Son masque est abaissé. Son regard cherche le sien. Elle se lève trop vite. La chaise grince derrière elle. Ses jambes tremblent, mais elle avance quand même. Il n'y a pas de sourire éclatant, pas de triomphe. Juste une fatigue sincère dans les yeux de l'homme en blouse blanche. Nous avons fait tout notre possible. Le monde s'arrête une seconde. Cette phrase peut tout vouloir dire. Tout. Elle ne respire plus. Puis il ajoute, plus doucement, « Il a traversé la phase la plus critique. Il est hors de danger immédiat, mais il reste très fragile. Les prochaines heures seront décisives. Il devra être surveillé de près. Hors de danger immédiat. » Les mots mettent du temps à trouver leur place dans son esprit, comme s'il devait franchir une barrière invisible. Puis, il se dépose. Lentement. Elle chancelle presque. Une infirmière la soutient par le bras, mais elle ne s'en rend même pas compte. Ses yeux se remplissent enfin. Les larmes qu'elle retenait depuis des heures coulent sans retenue. Pas des sanglots bruyants, juste une pluie silencieuse. « Je peux le voir !» Sa voix est à peine audible.
On la conduit à travers un couloir plus étroit, plus calme. Les lumières sont tamisées. Les machines émettent des bips réguliers, presque rassurants maintenant. Chaque son est une preuve qu'il est encore là. Elle entre dans la chambre, et elle le voit. Vincent Cassel est allongé, immobile, le visage pâle mais paisible. Un masque d'oxygène couvre encore son nez. Des fils, des capteurs, une perfusion. Tout semble fragile, suspendu. Il n'a plus cette expression figée de la nuit. Son visage est détendu, presque endormi, comme après un tournage trop long, comme après une fatigue accumulée. Elle s'approche lentement, comme si un geste brusque pouvait tout briser. Elle s'assoit près du lit. Sa main hésite une seconde avant de chercher la sienne. Elle la trouve, tiède, vivante. Et là, tout ce qu'elle a contenu s'effondre. « Tu m'as fait peur », murmure-t-elle en riant à travers les larmes. « Tu n'as pas le droit de me faire ça. » Sa voix tremble, mais elle continue. Elle parle doucement, comme on parle à quelqu'un qui dort. Elle lui raconte l'ambulance, les voisins, l'attente, les promesses qu'elle a faites en silence. On a encore des choses à faire, d'accord? Tu m'entends? On n'a pas fini. Elle ne sait pas s'il entend. Les médecins ont dit qu'il est conscient par moments, encore confus, encore faible. Elle pose son front contre le dos de sa main. Elle sent le rythme lent de son pouls sous ses doigts. Les heures passent sans qu'elle les compte. L'odeur d'hôpital est toujours là, mais elle ne la remarque plus. Elle observe chaque mouvement de son visage, chaque frémissement. Une fois, ses paupières tremblent légèrement. Elle relève la tête immédiatement. « Vincent ?» Ses yeux s'ouvrent à peine. Flou, lent, comme s'il revenait de très loin. Il la regarde sans vraiment la reconnaître d'abord. Puis, quelque chose change. Une étincelle fragile. Une conscience qui revient doucement à la surface. Elle sourit à travers les larmes. « Je suis là. » Les mots sont simples, mais ils portent tout. Il tente de parler. Aucun son ne sort encore. Sa gorge refuse. Son corps est lourd, fatigué. Elle serre sa main un peu plus fort. « Ne parle pas. Reste juste avec moi. » Elle voit l'effort dans ses yeux. L'envie de répondre. La frustration aussi. Elle caresse son bras avec précaution. « On a eu peur, mais tu es encore là. Tu m'entends? Tu es encore là. » Une autre larme glisse sur sa joue. Elle ne cherche même plus à les cacher. Les machines continuent leur mélodie régulière. Bip, pause, bip, comme un rappel discret que la vie continue. Fragile, mais présente. Elle s'approche un peu plus. Elle dépose un baiser sur son front. « Je suis désolé pour toutes les petites choses, pour les disputes inutiles, pour les silences. On recommencera autrement. » Il cligne des yeux lentement. Une fois, deux fois. Elle ne sait pas s'il comprend chaque mot. Mais elle a besoin de les dire. Le médecin passe brièvement, vérifie les constantes, murmure que l'évolution est stable pour l'instant. Stable. Encore un mot qu'elle n'osait plus espérer. Puis la chambre retrouve son calme. Elle reste là, immobile, à observer le mouvement presque imperceptible de sa poitrine, à compter ses respirations sans s'en rendre compte. Elle se penche à nouveau, ses doigts entrelacés aux siens. Et alors, presque imperceptible, un frémissement. Elle croit d'abord que c'est son imagination, que son propre pouce a bougé. Mais non, ses doigts se referment, très légèrement. Une pression faible, fragile, mais réelle. Elle retient son souffle. Sa main se serre un peu plus, juste assez pour qu'elle sache. Il est là.